On ne va pas nécessairement s'en prendre à soi-même pour se dire qu'on a peut-être eu des manquements dans la façon avec laquelle on aurait pu apprécier la personne à qui on a fait confiance. On a eu des manquements dans notre façon de l'observer, d'essayer d'apprécier ce qu'elle était vraiment. Et au final, si quelqu'un, vous m'entendez souvent dire ça, c'est que si quelqu'un vous dit quelque chose qui vous rend triste, qui vous énerve, qui vous met en colère, alors peut-être que ce n'est pas vous qui avez le contrôle. Peut-être que c'est la personne à qui vous êtes en train de parler. Et ce travail d'intégration, je pense que c'est un travail de tous les jours. Moi, je vois, par exemple, la relation que je pouvais avoir avec mes parents il y a quelque temps. Dans le cadre de cette relation, j'étais facilement irritable parce que à chaque fois, je me sentais peut-être un petit peu jugé, un petit peu diminué. Et ce que je ne comprenais pas nécessairement, c'est que l'appréciation de ce qu'on me disait ne dépendait que de ce que j'avais fini par comprendre. Et que les comportements de tout un chacun sont la somme en fait de ces circonstances passées. Donc, une fois qu'on arrive à se détacher de ça, le travail que j'ai fait par exemple pour moi-même, ça a été de me détacher de ces comportements dans lesquels je me mettais un petit peu en colère, dans lesquels j'étais un petit peu irrité, etc. Où je me suis dit qu'il faut que je trouve vraiment la raison qui fait que je me sens tel que je me sens. Comme ça, je pourrais déjà apprécier un petit peu plus ce qui m'arrive. Le deuxième point, c'est que si on a un esprit un minimum constructif, c'est qu'on va se dire peut-être qu'il y a une certaine façon de communiquer, une certaine façon de faire sur laquelle je peux moi-même travailler, histoire d'essayer d'apporter quelque chose de positif pour améliorer ma situation. Donc, l'émotion, c'est d'abord une forme d'idée qui est mal articulée, qui va orienter nos comportements d'une certaine façon qui ne va pas nécessairement nous servir dans la plupart des cas quand c'est négatif. Et d'ailleurs, vous le voyez que c'est une idée que vous n'avez pas encore comprise. Pensez peut-être à ce qui vous est arrivé peut-être il y a un an, ou là, peu importe, il y a un mois ou là, un an, des moments où vous étiez énervé, où vous étiez dans certaines situations que vous trouviez insurmontables, dans lesquelles vous étiez triste. Vous avez peut-être fini par dépasser ces situations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous êtes posé les bonnes questions pour essayer d'apprécier quelles idées vous entreteniez qui ont fait que vous vous êtes retrouvé dans l'état dans lequel vous étiez. Votre part de responsabilité peut-être qui a provoqué la situation dans laquelle vous étiez. Et donc, ce qui vous dérangeait auparavant ne vous dérange plus peut-être aujourd'hui parce que vous l'avez compris. Et donc, vous l'avez compris pourquoi? Parce que vous avez très certainement posé les bonnes questions. Et les gens qui viennent me voir dans le cadre de nos séances ont laissé leur comportement tellement dépendre de certaines circonstances extérieures que la réalité qu'ils ont fini par créer au gré de certaines émotions qu'ils n'ont pas su maîtriser les fait souffrir, vraiment, vraiment, parce que ce qu'ils traversent, ce n'est pas nécessairement évident. Et le travail qu'on fait dans le cadre de ces interactions, c'est d'essayer d'extraire les informations qu'ils n'ont pas encore pu apprécier, qui vont faire en sorte qu'ils vont finir par unifier un petit peu cette partie émotionnelle d'eux-mêmes avec la partie rationnelle et essayer d'intégrer leur personnalité qui a été préjudiciable dans la réalisation de certaines choses, dans la manifestation d'une réalité qui ne leur correspond plus. Et quelque part, c'est pour ça que j'aime vraiment ce que je fais, parce que je m'aperçois à quel point on est tous individuellement, indépendamment de ce qu'on a traversé, des tragédies qu'on a pu connaître dans la vie, des moments difficiles qu'on a pu avoir, on a tous une capacité à pouvoir se dépasser, à pouvoir intégrer certaines choses qu'on n'a pas comprises, des choses qui sont lourdes. Et franchement, je trouve ça encourageant pour les gens que je suis en train de voir. Et vous remarquerez que dans votre vie, il y aura deux grands types de personnes à qui vous aurez affaire. Celles qui ne rationalisent pas nécessairement leurs émotions et qui en font une réalité. Et ces personnes-là vont avoir un comportement qui sera un petit peu en yo-yo. C'est-à-dire qu'en fait, un jour, elles seront contentes, un jour, elles seront peut-être tristes, le lendemain, elles seront énervées. Ça veut dire qu'elles font de leurs émotions une réalité qu'elles n'essaient pas d'apprécier et elles les écoutent. Et donc, les comportements qui en résultent vont être un petit peu, pas nécessairement instables, mais juste en yo-yo. Et sinon, vous aurez une deuxième catégorie de personnes qui a une conscience un petit peu de soi, qui commence à apprécier que certaines idées peuvent être nuisibles à nos comportements si on les laisse s'exprimer.
et qu'on pourrait éventuellement essayer de les apprécier et essayer de les comprendre un petit peu mieux pour qu'elles n'interfèrent plus avec notre réalité, qu'elles n'empirent pas notre réalité. Donc, au-delà de cette conceptualisation des émotions qui serait donc une idée qu'on a mal comprise, qui prend contrôle de nos comportements, j'ai envie d'introduire peut-être quelque chose qui va faire beaucoup de sens dans le cadre de ce que constituent nos émotions. Nos émotions, c'est un petit peu un voyage temporel, quelque part. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que soit vous êtes heureux, triste ou en colère pour un événement qui est passé. Vous ne pouvez pas être en colère pour quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Donc, il y a certaines émotions qui se rattachent à notre passé. Et il y a d'autres émotions qui se rattachent à notre futur et dont notre appréciation modulera la qualité de notre émotion, si elle sera positive ou négative. On peut être anxieux au sujet de quelque chose qui ne s'est pas encore produit. On peut être excité au sujet d'un événement qu'on a à venir. Vous le voyez très bien, vous êtes stressé parce que vous avez un livrable au boulot. On peut être excité parce qu'on a un webinaire Moore avec 94 participants. Tu vois, donc, au final, ce que je suis en train de dire, c'est que votre réalité va commencer à être conditionnée par votre façon de penser. D'accord? Et cette réalité, elle dépend directement de votre façon de voir les choses. Vous allez être confronté à certaines circonstances qui vont provoquer chez vous une idée. Cette idée va engendrer peut-être une émotion. Cette émotion va vous conduire à faire un choix. Ce choix fera que vous allez vivre une certaine expérience. Et cette expérience va renforcer l'idée initiale que vous aviez. Et vous le voyez très bien, c'est comme ça que certaines personnes restent bloquées dans certains jobs qu'ils n'aiment pas nécessairement parce qu'ils ils sont restés un petit peu confinés dans les idées qu'ils avaient entretenues au sujet de ce qu'ils faisaient. Et pour vous permettre d'apprécier ces émotions, donc, qui ne nous permettent pas nécessairement de vivre dans le moment présent, mais juste soit une appréciation passée, soit une appréhension ou une excitation future, je voulais vous parler un petit peu de chacune d'entre elles, et principalement de celles qui peuvent être nuisibles ou celles qui peuvent, si vous voulez, être préjudiciables dans les interactions qu'on va avoir, dans notre façon d'être d'une façon générale, dans la confiance en soi qu'on pourra avoir. Et c'est pour ça que j'aimerais commencer avec la colère. La colère surgit généralement quand on se retrouve dans une situation où on se sent insulté, on se sent diminué, on se sent jugé, on sent quelque part que notre amour-propre a été un petit peu attaqué. Et la première chose qui se passe, c'est qu'on va avoir une première idée. Cette idée, elle va agir comment? C'est comme un petit détonateur qui va faire que le sang va affluer vers vos mains. Et vous allez commencer à libérer certaines hormones, notamment de la catécholamine, qui fait que ça va vous préparer au combat. Et ce qui se passe, c'est que chacune des idées qui vont suivre, la première, vont vous disposer à exploser, en fait. C'est pour ça que par moments, si vous remarquez les gens qui s'énervent, il arrive un moment où ça vit. Et ce que je voulais vous dire au sujet de la colère, qu'est-ce qu'on fait, en fait, quand on se met en colère? En colère contre quelqu'un, en tout particulièrement. On est en train de dire que ce que je ressens, mon émotion, ma colère, est plus importante que la qualité de la relation que j'ai envie d'avoir avec toi. Laisser s'exprimer ma colère, je la laisse primer sur la façon dont je te perçois. Et donc, quelque part, c'est regrettable parce qu'on est en train de dire tu comptes moins que ce que je ressens. Et le problème de la colère, c'est qu'elle n'est jamais sans raison. On a toujours l'impression qu'on a trouvé certaines raisons pour se mettre en colère, mais ce n'est jamais nécessairement la bonne raison. Et quand on la laisse s'exprimer, on devient rigide. On n'a plus nécessairement de considération pour les conséquences de long terme de l'expression de notre colère. On s'inscrit dans un seul objectif, c'est d'essayer d'avoir raison, c'est d'essayer peut-être de punir la personne qu'on a en face de nous, parce qu'elle nous a quelque part un petit peu blessés. Et
si vous regardez un petit peu mon compte, il y a pas mal de citations qui sont assez exotiques, j'ai envie de dire. Il y en a une en particulier qui avait retenu mon attention, c'était une citation de Bouddha, qui disait que vous n'allez pas être puni pour votre colère, parce que ce n'est pas quelqu'un qui va vous punir pour votre colère. Vous allez être puni par votre colère, parce que la laisser s'exprimer, ça fera en sorte que vous allez créer une réalité qui ne va plus vous correspondre, parce que vous allez dégrader la qualité de la relation que vous essayez d'entretenir avec une personne que vous appréciez peut-être. Mais ce qu'il y a à savoir sur la colère, c'est que c'est une émotion de substitution. Dans quel sens? La colère traduit qu'on a été blessé. Et c'est beaucoup plus simple pour nous de la projeter sur quelqu'un d'autre que d'avoir affaire à la douleur qu'on a ressentie. D'accord? Et donc, on va trouver les raisons suffisantes pour la projeter sur quelqu'un au lieu de se poser les bonnes questions pour savoir ce qui a provoqué chez nous cette réaction. Et donc, elle nous détourne uniquement de façon temporaire de ce qui a vraiment causé notre peine ou ce qui a vraiment causé notre réaction. Et si vous voulez, les personnes avec qui j'ai été amené à échanger, véritablement, dès qu'on déconstruit un petit peu les raisons qui ont provoqué leur colère, il faut voir, on touche du doigt vraiment une peine profonde, parce que toute la colère qui était en surface, elle finit par s'estomper parce qu'on se dit qu'il y a certaines raisons qui sont rapidement invalidées une fois qu'on se pose les bonnes questions. La deuxième émotion dont je voulais vous parler, et je pense que j'aurai peut-être un avis là-dessus qui sera très certainement à contre-courant de certaines croyances communes, on va dire, c'est le bonheur. J'ai envie de vous parler du bonheur, ou plutôt de la recherche d'une forme de bonheur qui parfois pourrait être éphémère. Dans quel sens? Le bonheur, en gros, lorsque vous êtes dans une situation qui va provoquer une sensation qui est plaisante pour vous, ce qui va se passer, c'est que vous allez libérer de la dopamine. Et donc, ça peut être pour n'importe quoi, parce que vous avez consommé une certaine substance, parce que vous avez adopté un certain comportement. Dans les comportements, je vais rien hiérarchiser. Prendre son téléphone pour scroller sur Insta, se mettre devant une série, faire du shopping, peu importe. Vous savez ce qui vous fait du bien personnellement. Ou bien encore apprécier la compagnie de quelqu'un dans certaines circonstances, ou bien manger quelque chose de sucré ou de gras, etc. Il y a toujours quelque chose qui nous fera plaisir. Et quand on se retrouve dans un environnement dans lequel on est exposé, encore une fois, à ces mêmes circonstances qui ont fait qu'on a peut-être ressenti du plaisir, notre cerveau va finir par libérer de la dopamine par anticipation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va commencer à avoir envie de s'orienter vers certaines choses qui nous font plaisir et qui nous font du bien. Et cette envie, qu'est-ce qu'elle traduit? C'est qu'on ne va pas s'orienter vers… Ce n'est pas tant la finalité de ce qu'on va consommer, de ce qu'on va faire, qui fait que… qui va compter au final, parce que cette finalité pourrait être nocive, mais c'est l'expérience en soi. Et cette expérience, c'est ce qui va constituer, si vous voulez, cette recherche du plaisir. Quand le plaisir se transforme en besoin, c'est-à-dire que vous voulez quelque chose, quand on transforme nos envies en besoin, vous voulez quelque chose. Je veux quelque chose, ça veut dire que je manque de quelque chose. Okay? Donc, si je veux, je manque de quelque chose. Et si ce manque se transforme en besoin, ça veut dire que ce dont vous manquez va être indispensable pour votre bien-être. Et vous aurez soumis votre bien-être à l'obtention de quelque chose qui vous est extérieur. D'accord? Et ça, c'est très dangereux parce que c'est comme ça qu'on va finir par tomber dans certaines addictions. Que, par exemple, on va entretenir des relations qui peuvent être toxiques. Ça a été mon cas, par exemple. Des relations qui sont toxiques parce que ce que vous allez rechercher, ce n'est pas la qualité de la relation en soi, mais uniquement des petits moments de plaisir qui vont faire que vous allez vous sentir bien. Et un neuroscientifique du nom de David Eagleman disait que le diable peut vous offrir la gloire tout de suite contre votre âme plus tard. Et il y a quelque chose qui est assez spécial dans ce qu'il dit.
Euh, J'aimerais également évoquer avec vous une autre émotion, à savoir la peur. La peur, l'anxiété, le stress, quand on est confronté à une situation dans laquelle on se sent en danger, ce qui va se passer, c'est que la première chose qui se passe, c'est que notre sang afflue de notre tête, de partout, vers les jambes. Parce qu'on se prépare, c'est comme si on se préparait à prendre la fuite. On va libérer certaines hormones, notamment l'adrénaline, la noradrénaline, et puis également du cortisol. Le problème avec le cortisol, c'est que si vous êtes confronté chaque jour aux mêmes événements qui ont provoqué ceux qui vous stressaient, ceux qui vous angoissaient, et je pense que c'est souvent le cas quand on est dans un environnement qui est un petit peu anxiogène, que ce soit au boulot ou ailleurs. Euh, Ce qui va se passer, c'est qu'on va continuer à libérer du cortisol. Et ce cortisol, il a un impact. Il va faire diminuer votre fonction immunitaire. Il va influer sur, influer sur votre façon, euh, sur, euh, euh, sur vos comportements, il va influer sur vos comportements, euh, sur votre humeur. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un quelqu'un qui est stressé au boulot, qui va rentrer à la maison, il va déjà être prédisposé à mal se comporter avec quelqu'un de sa famille parce qu'il a un taux de cortisol qui a fait que ses comportements sont conditionnés à être déjà orientés vers quelque chose de négatif. Mais la peur peut nous permettre d'envisager deux chemins différents. Le premier, c'est celui de ruminer quelque part les mêmes idées qui font qu'on s'entretient dans un environnement anxiogène. C'est-à-dire qu'on pense qu'on n'est pas capable de réaliser certaines choses. On pense qu'on a certaines insuffisances qui ne nous permettront pas d'assurer la réalisation de quelque chose de futur. D'accord ? Autrement, la deuxième façon de voir sa peur, c'est de se dire, je ne vais pas l'entretenir dans un flou, je ne vais pas l'entretenir dans un flou qui ne me permet pas d'apprécier, qui ne me permet pas d'apprécier ce que je dois faire pour essayer d'arriver là où j'ai envie d'arriver. Et donc, tant qu'on ne fait pas ça, cet objectif qui est futur va finir par nous écraser un petit peu et nous faire peur. Donc, l'essentiel, c'est de le déconstruire en plusieurs sous-objectifs qui sont plus abordables pour nous. Et ce qui est prouvé, c'est que ce n'est pas que ça va nous faire nécessairement moins peur, mais ça va nous rendre plus braves d'essayer d'affronter volontairement chacun des points qu'on a évités jusqu'à présent. Et donc, c'est comme ça que on arrive à apprécier le fait que notre vie ne sera pas nécessairement plus simple ou que ce qu'on imaginait. Elle sera très certainement tout aussi compliquée que ce qu'on ne voulait pas qu'elle soit. Mais à affronter nos peurs, à affronter notre anxiété, on finit par s'étoffer personnellement, professionnellement, on finit par devenir plus grand, plus à même d'affronter certaines choses qui pouvaient nous rendre anxieux initialement. Et donc, vos idées, ce que ça veut dire, cette appréciation de nos émotions, ça veut dire que vos idées, en plus d'être corrélées directement à la création d'une réalité qui pourrait ne pas vous correspondre, elles vont provoquer chez vous des dérèglements hormonaux, certaines choses qui vont diminuer ce que vous êtes corporellement, émotionnellement, etc., etc. Mais on peut donner le nom qu'on veut à toutes ces émotions, l'anxiété, de la peur, de la colère, de la tristesse, etc. Ce que ça veut dire, c'est que votre intelligence a fini par jouer contre vous. Elle n'est plus en votre faveur. Parce que si on la mettait à notre service, alors peut-être qu'on serait très certainement un peu plus joyeux, qu'on serait un petit peu plus à même d'apprécier ce qui est en train de nous arriver avec plus de détachement. Et donc, j'ai envie de finir cette première intervention avec une question, c'est est-ce que ce sont vos idées qui vous appartiennent ou est-ce que vous appartenez à vos idées? Je pense que je vais
peut-être prendre quelques questions. Peut-être qu'on pourra aborder directement certaines autres émotions sur lesquelles vous avez quelques appréhensions, une appréciation à avoir. Yousra? Oui, Sofiane. En fait, je vois les personnes, ils sont en train de répondre. D'accord, mais en fait, j'étais arrivé au terme De l'intervention. de ce que je voulais dire. Je voulais laisser, je pense, plus de temps aux questions que pourraient avoir les autres. D'accord, parfait. Ben, je pense que les gens ont mal compris. Moi y compris. Donc, Pardon. voilà, c'est pas grave. Alors, ben là, j'invite les participants à écrire leur intervention ou alors leurs questions sur la chatbox. Ou alors, Sofiane, est-ce que ça ne dérange pas si les personnes prennent carrément La la parole? parole? Bien sûr, bien sûr. Parfait. Donc voilà, je vous invite à, si vous voulez aussi, vous souhaitez partager avec nous vos interventions ou questions, vous pouvez juste activer la petite option de lever la main et après, on vous donnera la parole à tour de rôle. Mohamed, voilà, la parole est à vous. Oui, Mohamed, Oui, allez-y. oui, j'ai commenté. Nos appartements. خليت un commentaire Attends, D'accord, je pense ok. qu'il est finalement. Sofiane, comme je t'ai dit, D'accord. les personnes d'avant, Alors, ils je étaient peux en prendre train des de questions si vous répondre. voulez dans les commentaires. Donc, alors, on peut prendre la parole? bien sûr. Bien sûr, allez-y. À mon avis, parfois كيكون مثلا في اللوكا ديالي انا parfois كيكون عندي دي زيدي مي مثلا كنكون كنبغي ندير شي حاجه و parfois je sais pas comment زعما كنحط دي بلان كنحط شي حاجه ولكن كيجيو دي امبريفي مثلا دوك لي امبريفي يقدروا يخليوني انني نمشي نسى على البلان ديالي وبعد المرات كنبغي نعاود نرجع لداكشي اللي كنت كنبغي ندير صافي عاوتاني ديك اللحظه كنترون. Donc, en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que quand il y a une circonstance que tu ne maîtrises pas, quelque chose que tu n'attends pas, tu vas te détourner un petit peu de ce que tu voulais faire initialement. C'est ça? Oui, oui. D'accord. Pourquoi d'après toi? Euh, Est-ce que c'est parce que le fait que quelque chose d'imprévu t'arrive provoque un inconfort qui va faire que tu ne sauras plus rester concentré peut-être sur ce que tu avais prévu de faire initialement? oui, peut-être كنكون عندي ان بروغرام و parfois يقدر غير يجيني ان ميساج او لا تجي شي حاجه وكاين خاصني نديرها ومثلا كندير ديك الحاجه مي ابخي ملي كنعاود نرجع باش نكمل البروغرام ديالي كنقول لا راه خاصني مثلا كنكون عندي مثلا هذه نقرا مثلا من جوج ثلاثه ابخي من ثلاثه للفوق كاين خاصني ندير مثلا سبور يعني انا ما قريتش مثلا جوج ثلاثه الوغ كو ملي كنجي باش مع الثلاثه كنلقى راسي اني ما قريتش كنقول واش نقرا ولا ندير سبور شي شويه كنصدق ما داير حتى حاجه وشي شويه كنتعاون وكنمشي صافي كنمشي بوتيتر نقدر نمشي نهار سيمانه كنترون ديال بصح. En fait, généralement, ce qui se passe quand déjà on ne se tient pas aux objectifs qu'on s'est fixés, c'est qu'on va se détourner un petit peu de ce qu'on avait prévu de faire. Quand on se détourne de ce qu'on avait prévu de faire, effectivement, on va commencer à s'en vouloir. Donc, il va y avoir une certaine forme de culpabilité qui va s'installer, en plus du fait qu'on se détourne justement de ce qu'on avait envie de faire. Quand tu as un programme, tu essaies de t'y tenir un minimum,
essaie de cibler un petit peu la cause qui a fait que tu t'es détourné de l'échec. Parce que pour moi, un message, je ne vois pas, pour l'instant, ce n'est pas nécessairement suffisant. Si tu veux, on pourra en parler en privé euh, pour élaborer un petit peu sur le contenu ou les causes vraiment qui peuvent te détourner de ce que tu veux faire. Parce qu'il y a autre chose. Soit on va penser qu'on doit être d'abord dans le bon mindset pour faire quelque chose. Je dois avoir les bonnes idées et les idées claires pour m'engager dans la chose que je voulais faire. Alors que si tu fais ça, ça veut dire que tu vas toujours attendre d'être avec le mindset pour te mettre à l'action. Ça veut dire que si tu ne te sens pas nécessairement prêt à le faire, tu ne vas pas le faire. Alors que l'action en elle-même peut te mettre dans le bon mindset parce que tu es en train de dépasser les discours internes négatifs que tu peux avoir qui te disent « Ah, je vais aller étudier. Je vais aller étudier, tu fais sur le peut-être parce que tu te dis je vais devoir fournir un effort, j'ai pas envie de fournir un effort, je préfère aller regarder la télé ou là, je préfère aller traîner sur mon téléphone. D'accord, ça c'est très simple à faire. Mais une fois que tu te détournes de les dialogues que tu te racontes, donc les idées que tu commences à entretenir et que tu te dis ça fait, je ne vais pas écouter ce que je veux sur le moment parce que ce que je veux sur le moment est en train de rentrer en contradiction avec ce que je voulais vraiment pour moi. Et je sais ce que je voulais vraiment pour moi parce que je l'avais établi dans un programme. Donc, j'ai une part de responsabilité là-dedans. Peut-être que ce que je fais pour faire en sorte que ma journée soit productive, c'est qu'elle a de la part de responsabilité, elle va représenter peut-être 60% de ma journée. OK. Je vais essayer de m'y tenir de telle sorte à ce qu'une fois que j'aurai fini, je pourrai enfin m'orienter vers ce que j'avais prévu de faire pour me détendre un petit peu. Mais tant que tu ne l'as pas fait, tant que tu penses qu'il faut être avec l'état d'esprit où tu vas te dire j'attends de vouloir ou là j'attends de tu vas créer une sorte de dissension. Il y aura une dichotomie entre je dois faire quelque chose pour étudier, je dois faire quelque chose, ça fera comme une obligation. Alors que on a plus facilement envie, j'ai envie d'aller devant la télé et d'aller faire autre chose qui n'a pas de grande valeur ajoutée. On a envie de faire certaines choses qui nous font plaisir et ce qui demande un effort, on le voit comme une obligation. Donc, une fois que tu dépasses les deux considérations et que tu t'inscris dans un comportement qui va être productif pour toi, tu vas voir qu'avec le mindset, tu vas très rapidement l'écarter. Merci. Sofiane, nous avons une autre question de Omar. Il s'interroge sur quelles sont les caractéristiques de la colère refoulée chez une personne. De la colère refoulée. Est-ce qu'il peut prendre la parole, Omar? Omar? Omar, vous pouvez prendre la parole. Je crois que… Bon, en gros, les caractéristiques de la colère refoulée. C'est-à-dire que si je comprends bien sa question, il doit très certainement parler de certaines personnes qui vont avoir adopté un style un peu passif-agressif, qui ne vont pas nécessairement partager ce qu'elles ressentent vraiment, mais qui vont ériger une forme de mur dans la communication qu'on va avoir avec la personne. Et en fait, c'est ça. On va juste commencer à essayer de faire passer quelques messages pour lancer des pics. Et je pense que voilà, la colère refoulée se traduit très certainement comme ça. Parfait. Après, on a Houssine qui se demande dois-je ne pas répondre à la colère par la colère est une faiblesse ou plutôt une sagesse? Est-ce que si tu te mets déjà en colère, ça veut dire que quelque part tu t'es éloigné de certains comportements que tu sais que tu pourrais essayer de garder pour garder ton intégrité. Et ça veut dire que ce que la personne est en train de te faire ou là en train de te dire est en train de t'atteindre. D'accord? Et que ça sous-entend que tu as assujetti ton estime à ce que te dit la personne. Alors que
dans le cadre de relations saines, si tu veux avoir une communication saine avec quelqu'un, tu ne vas pas nécessairement t'engager dans un dialogue dans lequel il n'y aura que des frictions parce que personne ne va s'écouter. Quand tu es en colère, tu parles pour essayer d'avoir raison. Et quand tu parles avec quelqu'un qui fait ça ne sert pas à grand-chose de s'engager dans ce dialogue. Donc, quand tu es en colère, par exemple, quand la personne en face de toi est en colère, tu peux dire que, écoute, je pense qu'on n'est pas nécessairement prêt à avoir un dialogue maintenant et qu'on pourra peut-être l'avoir plus tard, sauf parce que c'est pas productif de s'engager dans des comportements qui vont être déshonorants, soit pour l'un, soit pour l'autre, et qui vont uniquement dégrader la qualité de la relation qu'on peut avoir. D'accord. Après, on a Hanan Jalal qui se demande comment affronter nos peurs sans nous affaiblir. Nos peurs, initialement, en fait, elles viennent de quoi? Elles viennent du flou qu'on entretient autour d'un certain objectif qu'on n'a pas encore réalisé. Donc, il y a un objectif qu'on n'a pas réalisé, qu'on voit comme une forme de juge, qu'on voit comme une forme de façon assez lointaine. Et tant qu'on le conceptualise comme ça, plus il est lointain, cet objectif, plus il va nous écraser. Et plus il nous écrase, et plus on aura peur parce qu'on est en train d'entretenir certaines idées qui nous renvoient à nos insuffisances, qui nous renvoient au fait qu'on se dit qu'on n'est peut-être pas assez pour essayer d'arriver à ce qu'on veut, à ce qu'on est en train de viser. Sauf que c'est cliniquement prouvé. Si tu déconstruis cet objectif en plusieurs étapes qui sont réalisables et que tu te dis que tu vas affronter volontairement ce que tu essayes de viser, alors tu vas finir par t'étoffer personnellement. Merci beaucoup, Soufiane, et merci, Hanan, pour cette question. Il y a Mounir Swilmi qui dit que l'intelligence émotionnelle et le fait de maîtriser ses émotions améliore-t-elle notre santé ou n'est pas encore prouvé scientifiquement? Tes émotions, au final, comme je l'ai énoncé tout à l'heure, il y a pas mal d'émotions qui ont une influence, notamment le stress, juste comme par exemple. Le stress finit par avoir raison de certaines de tes fonctions immunitaires, va te conduire à peut-être à grossir, à avoir des changements d'humeur, à la dépression, etc., etc., etc. Donc, si on pense que nos idées sont corrélées directement à ce qu'on ressent et que le manque de maîtrise de ces idées finit par avoir raison de la qualité de nos ressentis, alors peut-être que ces ressentis pourront être préjudiciables à notre santé. D'accord. Soumiya a une question. Donc, nous entendons souvent dire que telle personne a de l'intelligence émotionnelle ou bien sûr sur les offres d'emploi, critère intelligence émotionnelle. Que cela veut dire? L'intelligence émotionnelle, en gros, c'est se connaître un minimum. Se connaître un minimum de telle sorte à ne pas avoir, ce que j'ai énoncé tout à l'heure, à savoir une inconstance dans ses comportements. Donc déjà, c'est le premier point, c'est qu'on va vous faire confiance quand on sait que vous pouvez vous maîtriser. Quand vous savez vous maîtriser, ça veut dire que vous comprenez vos propres émotions, vous comprenez vos frustrations, vous comprenez ce qui vous met en colère, ce qui vous rend triste, etc., etc. Et quand vous avez cette compréhension, ça va faciliter la façon avec laquelle vous appréciez, vous aurez plus d'empathie. L'empathie, donc, je me maîtrise, je sais apprécier comment la personne en face de moi se comporte et donc j'arrive à mieux la gérer en fonction de sa façon de se comporter avec moi. Donc, cette intelligence émotionnelle nous permet d'avoir une maîtrise de soi qui va favoriser notre engagement, que ce soit social, que ce soit professionnel, parce qu'on saura réunir autour de nous, ou plutôt concilier les personnes qui auront des visions différentes des nôtres, parce qu'on saura mieux gérer certaines sensibilités, par exemple. D'accord. Nous avons Karima Slimoni qui se pose la question sur des astuces pour arriver à gérer notre colère. Pour gérer notre colère, nos émotions ont une incidence physique. C'est-à-dire qu'on sait à un certain moment qu'il y a certaines choses qui se passent en nous qui sont en train de prendre un petit peu le contrôle de ce qu'on fait. Quand on perçoit
qu'on a eu une idée qui a provoqué ce ressenti. Certains experts recommandent d'aller marcher un petit peu, d'aller se changer les idées. Il y a d'autres façons de faire également, c'est de s'écarter déjà un temps de la situation dans laquelle on a pu développer une idée qui a favorisé notre colère, essayer de se changer les idées et peut-être essayer de s'en détacher. De s'en détacher comment? En se posant les bonnes questions, en évaluant, si vous voulez, pourquoi est-ce que je me suis mis en colère dans cette instance-là, et je vais essayer de ne pas trouver de raison exogène. Pourquoi est-ce que je me suis mis en colère? Peut-être parce que quelqu'un à qui j'ai fait confiance m'a trahi, peu importe, quelle que soit la raison, mais il ne faut plus que les raisons que l'on trouve soient exogènes, il faut qu'on les comprenne chez nous. Parce que sinon, tout ce que ça va faire, c'est que ça va vous détourner pendant un temps de ce qui vous pèse vraiment. Et une fois que vous aurez compris et observé ce qui vous pèse vraiment, vous pourrez améliorer la qualité votre appréciation et la qualité de la relation que vous aurez avec la personne en question. D'accord, merci Soufiane. Hasna aussi, il demande si les émotions, par exemple, telles que la tristesse ou la colère, sont-elles saines? Sont-elles saines? Dans quel sens? Est-ce que, alors, elles sont par moments légitimes. C'est-à-dire, elles sont légitimes parce que on ressent certaines choses. On ressent certaines choses et généralement, elles traduisent le fait que nos attentes n'ont pas été remplies. C'est-à-dire que je suis triste, je me suis mis en colère parce que une personne ne s'est pas nécessairement comportée comme je l'attendais. Et quand c'est le cas, je pense que j'ai trouvé des raisons suffisantes pour me mettre en colère parce que dans le cadre de ma perception, j'ai quelques biais et on a certaines croyances qui font qu'on a développées quand on était petit, qui font qu'on s'attend à ce que les choses se passent exactement telles qu'on l'attend. Et quand ce n'est pas le cas, on pense que ça va être contre nous, que c'est quelque chose qui va provoquer cet inconfort. Cet inconfort, il peut être sain tant qu'on fait les efforts qui feront qu'on va le comprendre, on va l'apprécier pour ce qu'il est et on va essayer de le dépasser. C'est pour ça que sur le moment, on a envie de réagir d'une certaine façon, mais on sait que certaines choses n'auront plus d'importance d'ici un mois, même d'ici une semaine. La dispute que vous voulez peut-être avoir avec quelqu'un parce que vous a énervé, il n'aura très certainement pas d'importance d'ici une semaine, ni la raison qui s'y rattachait parce que elle renvoyait uniquement à quelque chose que vous n'aviez peut-être pas encore pleinement intégré. Parfait. Il y a Yahya Talib qui demande est-ce que le coaching est une solution efficace pour apprendre à gérer nos émotions? Est-ce que Soufiane, assure des séances de coaching? Écoutez, il y a, en tout cas dans le cadre des… Bien sûr, oui, je propose des séances que je propose même en ligne. Et c'est ce que je fais d'ailleurs depuis que le confinement a commencé. Dans le cadre des séances de coaching, une des premières, en fait, voilà, ce qui se passe, c'est que comment se passe le process? On a à peu près 6 domaines de notre vie dans lesquels on essaye d'équilibrer, que ce soit notre boulot, nos relations, notre santé, nos loisirs, nos responsabilités de la vie courante et notre contribution. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans un de ces domaines, on va finir par le ressentir. Et une des premières choses que je fais avec les gens que je prends en séance, c'est d'essayer de mettre le doigt justement sur ce qu'ils ressentent. D'ailleurs, j'ai certains livrets que j'ai préparés qui recensent toutes les émotions qui sont possibles. Et le premier travail, c'est d'essayer d'arriver à une compréhension de ces émotions. Une compréhension comment? De se détacher des raisons qui sont exogènes, donc qui nous sont extérieures, pour mieux apprécier nos émotions, et ensuite revenir à quel est le biais dans notre perception, qu'est-ce qui a été dans nos attentes qui a fait qu'on a ressenti ce qu'on a ressenti. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on se disait? D'accord. On a une dernière question de Soukaina. Je pense qu'elle rejoint la question précédente. Est-ce qu'il est nécessaire de se faire accompagner par un professionnel pour gérer quelques émotions, par exemple la peur démesurée?
Je pense que si on a fini par entretenir certaines émotions pendant suffisamment longtemps qu'elles ont fini par prendre le contrôle de notre vie, que la peur notamment, tout à l'heure, comme je dis, c'est un mécanisme de fuite. Si on commence à fuir toutes nos responsabilités parce qu'on finit par avoir peur et qu'on n'arrive plus nécessairement à avancer dans la vie, alors peut-être que très certainement, il y a lieu effectivement d'aller consulter quelqu'un pour mieux se comprendre, à minima. Parfait. On a Wijden, je vois qu'elle a activé, elle a levé sa main. Donc Wijden, vous pouvez prendre la parole. Bonsoir tout le monde, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Merci. Donc déjà, Sofiane, un grand merci pour ce workshop. Merci Et à vous. donc, ma question est la suivante. C'est plutôt l'intelligence émotionnelle au sein d'une entreprise. Oui. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, tout ce qui est marketing automation, chatbot, etc. Est-ce que vous pensez que le fait d'introduire ce concept-là est-ce que vous pensez déjà que ces deux concepts, l'intelligence artificielle et l'intelligence émotionnelle, peuvent être deux concepts complémentaires? Ou bien non. Et le fait de... Déjà, pour moi personnellement, lorsque je commence à trop y penser à cela, j'ai une certaine peur. Je me dis que demain ou bien après-demain, on n'aura plus besoin de l'être humain, ou bien l'intervention de l'être humain. Plutôt, ça va être la machine qui va pouvoir tout faire, surtout avec tout ce qu'on va avec les... par exemple, je vais donner l'exemple de Siri, Alexa ou bien Google Home par rapport à Google. Donc, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce sujet-là? Je pense que l'intelligence artificielle permet en gros une interface peut-être entre une personne et une machine, donc il n'y aura pas très nécessairement d'interaction. L'intelligence émotionnelle en soi a trait aux interactions principalement qu'on va avoir les uns avec les autres et permet d'optimiser quelque part notre compréhension pour favoriser notre engagement et la façon avec laquelle on va interagir avec les autres pour écarter peut-être certains comportements qui seraient contre-productifs pour nous-mêmes, pour les autres, certaines façons certaines formes de leadership qui peut être plus productive qu'une autre et identifier certains comportements qui véritablement vont avoir une valeur ajoutée pour nous. Donc, je pense que la différence, elle est là, c'est que l'intelligence émotionnelle sert pour notre engagement social, pour notre engagement avec les autres et pour essayer de devenir des vecteurs d'union. On est toujours plus efficace quand il n'y a pas nécessairement un environnement dans lequel il y a une personne qui va essayer d'écraser une autre ou qui va essayer de diminuer quelqu'un d'autre. Non, c'est quand on valorise les potentialités de chacun, quand on valorise les personnes en soi, qu'on peut éventuellement considérer qu'on va pouvoir avancer ensemble. Parfait. Juste après, on a Sarah. Sarah, vous pouvez prendre la parole. Merci beaucoup. Je vous remercie pour vos efforts. Donc, s'il vous plaît, j'ai une question. Plutôt, j'ai un défi dans ma vie. C'est moi, je suis un peu, à chaque fois, j'ai des objectifs, donc je travaille là-dessus. Mais de temps en temps, j'ai toujours un sentiment que c'est ma vie qui m'échappe. Donc, je vis pas ma vie, je me jouis pas ma vie. Je suis toujours en train de réaliser quelque chose ou je me sens toujours que j'ai besoin d'acquérir quelque chose. Je suis toujours en manque de compétences ou de quelque chose à exceller. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner des conseils? Comment je pourrais faire pour trouver un équilibre entre le développement personnel et le fait de s'amuser. En gros, ce que vous êtes en train de me dire, si j'ai bien compris, je vous remercie pour votre intervention, c'est que vous avez fini par faire dépendre votre bien-être de ce que vous essayez d'accomplir. Peut-être. Et donc, vous avez créé en fait une forme de besoin que dès que vous n'arrivez pas en fait à profiter pleinement de ce que vous avez sur le moment présent sans essayer de réaliser quelque chose. Exactement.
Écoute, si tu veux, on pourra en discuter plus personnellement. Si tu veux, tu pourras prendre attache avec moi. Je pense qu'on pourra rentrer effectivement dans le détail pour essayer de savoir un petit peu plus ce qui fait que ton accomplissement dans la vie est devenu une priorité telle qu'il a fini par supplanter l'estime que tu peux avoir de toi-même ou peut-être la qualité de ce que tu ressens actuellement. On pourra en discuter. D'accord, merci. Alors, on a une autre question. Je présume que ça aurait intéressé le reste des participants. Quels sont les bouquins que tu proposes, Sofiane, pour mieux apprendre à gérer nos émotions? Je peux vous parler directement de l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman, qui est relativement complet sur le sujet. Je pense que ce livre en particulier sera utile parce qu'il énumère principalement les différentes émotions qu'on a, la façon avec laquelle on peut essayer de les gérer et comment est-ce que ça peut justement nous permettre de devenir des vecteurs de cohésion grâce à cette compréhension. Parfait. En fait, on a eu des questions sur un livre en particulier. Il fait partie des best-sellers ces derniers temps. C'est le livre de L'art subtil de s'en foutre. On entend beaucoup de gens en parler. On a le tome 1 et le tome 2. Je ne sais pas. On aurait aimé avoir ton avis personnel là-dessus. Je ne vais pas vous mentir, j'ai pas lu ces deux livres-là. J'ai été dissuadé un petit peu par une connaissance qui m'a dit que c'était peut-être pas, enfin voilà, que c'était peut-être pas nécessaire de plonger là-dedans, mais on peut en discuter. On peut discuter des thèmes qui figurent dans le livre, si vous voulez, si vous avez des questions qui se rattachent aux thèmes qui sont développés dans ce livre-là. D'accord. D'accord. Donc, il faut surtout plutôt choisir l'intelligence émotionnelle que de lire l'art subtil de s'en foutre, si on veut faire une comparaison d'une manière objective. Je ne connais pas le contenu de l'art subtil de s'en foutre pour pouvoir émettre une appréciation entre les deux, mais si vous voulez apprendre un petit peu à catégoriser peut-être vos émotions, savoir comment est-ce qu'elles influencent votre façon d'être, les hormones que vous allez peut-être libérer, etc., tout ce qui se rattache à tout ça, vous pourrez peut-être trouver plus de réponses dans l'intelligence émotionnelle. Parfait. Merci beaucoup, Sofiane. Ben, il nous reste encore 2 petites minutes. Donc, je ne sais pas si on a d'autres questions, interventions, ou alors si tu préfères clôturer, Sofiane. Écoutez, je pense que le thème de l'intelligence émotionnelle est assez vaste parce que on ne finit jamais nécessairement de se découvrir. On ne finit jamais d'apprendre qui on est. On a toujours certains comportements qui vont échapper peut-être à notre contrôle. Et l'essentiel, c'est d'essayer de pouvoir s'observer de telle sorte à ce que la personne qu'on va finir par incarner correspondra peut-être à ce qu'on aimerait et ce qu'on aimerait être pour les autres. On aimerait être déjà pour soi et pour les autres, de telle sorte à ce qu'on devienne des vecteurs de cohésion, des vecteurs de compréhension entre les uns et les autres. Et je pense que ça fait un petit peu défaut par moment dans nos interactions, parce qu'on finit par juger certaines personnes, mais en fait, juger quelqu'un, ça renvoie peut-être à nos insuffisances. Diminuer quelqu'un, ça renvoie quelque part à notre façon d'essayer de redorer un petit peu notre estime. Et donc, je pense que le thème de l'intelligence émotionnelle est particulièrement important, dans le sens où il nous permet d'établir des rapports qui sont de plus en plus sains avec les autres. Et c'est pour ça que, à mon sens, il faut s'intéresser à ce sujet-là pour ne pas tomber dans certaines situations qui finiront par orienter notre vie de telle sorte à ce que des relations qu'on pourrait avoir avec des proches, avec des amis, avec les parents, avec nos conjoints, etc. Il ne faut pas faut pas négliger cet aspect de sorte à ce qu'on puisse avoir des rapports qui soient sains. D'accord, parfait. Je ne sais pas si tu as encore
le temps, parce qu'on a Soumia qui veut intervenir, si ça ne Bien sûr. dérange pas. Bien sûr. Oui, Soumia, vous pouvez prendre la parole. Allô, vous m'entendez? Oui. Oui, Soumia, allez-y. Bonsoir. En fait, ma question, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est de maîtriser ses émotions et les émotions de notre interlocuteur, c'est ça. Et donc, diriger la discussion ou l'interlocuteur vers la discussion qu'on veut ou vers l'objectif qu'on veut. Est-ce que ce n'est pas de la manipulation? Et si non, et si ce n'est pas de la manipulation, où est-ce que l'intelligence émotionnelle se limite? Genre, sinon, que c'est bon, ça c'est de l'intelligence émotionnelle et ça c'est de la manipulation. Tout dépend de l'intention avec laquelle tu abordes quelqu'un. Si tu le fais avec une intention pour courber la réalité de telle sorte à ce que tu veux que la personne fasse ce que tu as envie de faire, alors peut-être que ça, c'est de la manipulation. L'intelligence émotionnelle, c'est peut-être avoir de l'empathie pour essayer de comprendre ce que la personne ressent et essayer de faire émerger une certaine forme de vérité de vos interactions. Sinon, peut-être qu'on peut qualifier certains comportements de manipulateurs si tu veux faire culpabiliser quelqu'un, si tu veux faire en sorte de le rendre triste. Ça, peut-être c'est de la manipulation parce que tu sais que la personne aura une certaine sensibilité à ce que tu vas lui dire et que tu vas lui dire pour qu'elle s'aligne sur ce que toi tu veux. Ça, c'est de la manipulation, mais la compréhension, l'empathie, tout ça, ce sont des thèmes qui se rattachent peut-être à cette intelligence émotionnelle qui est nécessaire pour permettre d'avoir des rapports sains qui sont basés sur la confiance, la vérité. Merci beaucoup, Sofiane. Je pense que notre atelier arrive à sa fin. On est déjà 22h32. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation une deuxième fois. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Bon, c'était un thème très, très intéressant et ce qui explique les 94 personnes qui ont assisté à cet atelier avec aussi leurs interventions, questions, le partage qui était riche, la vérité. Voilà, on ne te remercierait jamais assez. Mais Et, non, voilà. c'est moi qui vous remercie, vraiment. Merci beaucoup. Je vais juste voir s'il y a quelques... Voilà, merci. Voilà. On a beaucoup de remerciements. Moi, je te dis à très bientôt, Inch'Allah. Et Ramadan Mubarak encore une fois. Merci beaucoup, Sofiane. Merci à vous.